Bonjour à tous, donc bienvenue. On va vous présenter donc un témoignage croisé entre RTE et SNCF sur l'open source et les verticales industrielles. Donc c'est d'abord Lucian qui va vous présenter ce qu'il a mis en œuvre côté RTE parce qu'il est plus avancé que ce que nous on a fait à la SNCF. Et moi je vous présenterai derrière comment ça a été inspirant pour nous et où est-ce qu'on en est dans notre démarche. Voilà, donc je laisse la parole à Lucian. Merci Simon. Bonjour à tous. Donc Lucien Balea, je suis en charge de l'open source chez RTE, donc réseau de transport d'électricité. Alors voilà. Donc très rapidement, RTE c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Donc on développe, on maintient, on exploite le réseau haute et très haute tension en France. Et on est aussi en charge d'assurer une alimentation électrique qui soit économique, respectueuse de l'environnement et fiable. Et pour situer notre démarche open source, il faut la placer dans le contexte de la transition énergétique. Donc, en tant qu'opérateur de réseau, on doit s'adapter à des transformations assez massives et qui sont de plus en plus urgentes. Donc, pour accueillir une plus grande part de production renouvelable sur les réseaux électriques, pour s'adapter à une évolution des usages comme la mobilité, le développement de la mobilité électrique, qui est aussi nécessaire pour décarboner les transports. Et tout ça, on doit le faire en préservant la performance de l'alimentation électrique, puisque c'est un bien qui est essentiel à la fois pour la société et pour l'économie. Et quand on regarde la feuille de route qu'on a devant nous et finalement la capacité que l'on a à délivrer, alors ce qu'il faut aussi que je dise, c'est que pour réussir ces transformations, on mise énormément sur des solutions logicielles qui vont nous permettre de mettre davantage d'automatisme, d'intelligence, d'efficacité dans notre métier. Et la feuille de route logicielle qu'on a devant nous, elle gonfle en fait. Il y a une inflation de cette feuille logicielle et notre capacité à délivrer est en décalage par rapport aux besoins. Et donc on arrive au constat qu'il faut faire les choses différemment si on veut réussir. Et notamment, on a une conviction aujourd'hui, c'est que notre situation n'est pas isolée. L'ensemble des gestionnaires de réseau en Europe, mais aussi très largement dans le monde, sont soumis au même challenge que RTE. Et donc, il faut qu'on s'allie et qu'on collabore si on veut réussir et surtout si on veut livrer rapidement des logiciels de qualité et à un coût raisonnable pour la collectivité. Et donc, la photo que j'ai mise sur ce slide en arrière-plan, c'est un ordinateur quantique. L'idée, c'est de dire que parfois, on ne peut plus améliorer, quand on est soumis à de tels challenges, on ne peut plus miser sur l'amélioration des façons habituelles de faire si on veut réussir. On ne parle pas d'amélioration de gain d'efficacité de quelques pourcents. Ce que l'on veut obtenir, c'est vraiment de décupler notre capacité à développer du logiciel, à le faire du logiciel de bonne qualité à moindre coût. Et donc là, il faut qu'on trouve d'autres approches, des approches beaucoup plus disruptives. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est intéressé à l'open source chez RTE. On a eu la chance de faire un petit study tour pour rencontrer d'autres industries qui sont beaucoup plus avancées que la nôtre en matière de collaboration open source et qui ont été très inspirantes pour nous. Donc on a rencontré les initiatives des télécommunications, de l'industrie de cloud, internet, automobile, etc. et qui ont témoigné et nous ont expliqué comment elles tiraient profit de collaboration open source pour accélérer, pour accroître l'efficacité de leur projet logiciel et pour décupler l'innovation. Et donc les bénéfices dont elles nous ont fait part sont de plusieurs ordres. Alors, tout d'abord, au travers de ces collaborations, ces industries parviennent à une mutualisation de ressources avec des effets de levier parfois considérables. On nous cite souvent des effets de levier de x10. Donc on voit bien qu'on a atteint des capacités de développement qu'une seule entité ne peut pas obtenir isolément. Mais au-delà de cet effet de mutualisation, elles nous ont aussi fait part d'un certain nombre de bénéfices en termes de qualité du code produit. Donc les projets arrivaient à une meilleure interopérabilité, évolutivité, modularité, des cycles de déploiement raccourcis. Ça, c'est notamment quelque chose que les télécoms
nous ont signalé, c'est qu'ils avaient constaté, en fait, avec des projets tels que ONAP au sein de la Linux Foundation Networking, dont les cycles de déploiement étaient passés de 2 ans à 6 mois. Et donc en 2018, on a fait le pari d'essayer de transposer ce modèle qui fonctionnait dans d'autres industries à l'industrie électrique. Et l'idée, c'était surtout de ne pas chercher à réinventer la roue, mais de se dire, puisque ça marche, faisons-le dans ces industries, faisons le pari que ça peut fonctionner pour l'industrie électrique. Et donc ça a résulté à une collaboration avec la Linux Foundation et la création de LF Energy. Donc ça, c'était le pari. Donc à l'automne 2018, lors de l'Open Source Summit Europe à Édimbourg, il y a eu le premier sommet de LF Energy pour annoncer la création de la fondation. Et en fait, la photo aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, initialement, c'était RTE et la Linux Foundation. On est très satisfait de voir que la fondation LF Energy a cru de manière très significative, à la fois en termes de membres. On a plus d'une quarantaine de membres au sein de la fondation, avec quelques entreprises bien connues, en tout cas dans le secteur. Et une croissance aussi en termes de projets, puisque au départ, on a commencé, RTE a mis 2 projets sur la table, mais progressivement, d'autres acteurs et nous-mêmes avons lancé d'autres projets, et on voit finalement qu'aujourd'hui, il y a un certain foisonnement de ces projets. Et parmi les projets de LF Energy, il y en a un certain nombre dans lesquels RTE est impliqué au tout premier plan, et qui répondent aux besoins cœur de métier de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces projets aujourd'hui. Alors, très rapidement, quelles sont les premières retombées que l'on tire de cette expérience? Tout d'abord, donc, on nous avait annoncé un effet de levier au travers de ces collaborations open source, et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on commence à constater. Donc, sur les projets que je mentionnais précédemment, ce sont des projets qui étaient unilatéraux au départ, et on a aujourd'hui des collaborations qui se mettent en place, en particulier avec un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité aux Pays-Bas qui s'appelle Aliender, et donc on co-développe avec eux sur ces projets-là. Et notamment, ce qui est aussi intéressant, c'est que leurs contributions permettent de réaliser des fonctionnalités que nous, on n'avait pas la capacité de mettre en priorité numéro 1, compte tenu de nos contraintes de ressources. Et donc, on s'attend à ce que, finalement, leurs contributions nous permettent de répondre à des besoins qui vont se présenter à moyen terme pour RTE. On constate aussi le bénéfice des collaborations en termes de regard croisé. Donc, le fait que ce que l'on développe soit utilisé dans des contextes un peu différents des nôtres, ça améliore la qualité des logiciels qui sont développés. Donc, ils mettent en évidence, par exemple, des bugs qu'on n'avait pas identifiés sur nos cas d'usage. Ils mettent en évidence des limites de certaines façons de faire quand on étend le scope d'utilisation. On constate aussi que l'open source nous place dans un cadre qui nous force à des bonnes pratiques. Pour pouvoir collaborer en open source, il faut un certain nombre de prérequis. Par exemple, la documentation est un aspect essentiel. Et c'est souvent, quand on a une feuille de route très chargée, c'est souvent le parent pauvre, en fait, c'est laissé de côté. Donc là, on nous force à adopter des bonnes pratiques de documentation, de modularité, que les projets voient comme des contraintes à court terme. Donc ça oblige à prendre du recul par rapport aux échéances de court terme, mais qui à moyen terme se trouvent tout à fait payantes, puisque ça donne des logiciels plus robustes et évolutifs. Aussi, dans le contexte de Covid, ce qui était intéressant, c'est qu'on a constaté qu'au travers de ces projets open source, on avait accès à un outillage et des facilités d'interaction qui nous ont permis de continuer comme si de rien n'était, presque. C'est-à-dire que comparé aux projets internes qui subissaient un certain nombre de contraintes et le fait de ne pas pouvoir travailler sur site, ces projets ont pu continuer avec la même dynamique. Voilà. Et puis, un aspect motivation pour les développeurs avec la reconnaissance par les pairs qui est source de motivation.
Alors ça a tout de même requis un certain nombre de transformations au sein de l'entreprise pour pouvoir faire de l'open source. Donc tout d'abord, on a mis en place un OSPO, un Open Source Program Office. Alors c'est quelque chose de très modeste chez nous, puisque c'est surtout une personne et puis un réseau de contributeurs au sein de l'entreprise, dont les objectifs sont de comprendre ce qu'est l'open source et ses obligations en termes de compliance, en termes de gouvernance, de coacher les projets, de partager des bonnes pratiques, et puis adapter un certain nombre de processus, comme les cultures de développement logiciel ou encore nos pratiques achats, de manière à ce qu'on ait des pratiques cohérentes avec notre stratégie. Et enfin, d'un point de vue plus culturel, apprendre à travailler ouvertement, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Donc les discussions, les décisions se passaient en interne. Il faut forcer les développeurs à porter ces discussions à l'externe de manière à ce qu'il y ait avec nos partenaires un vrai travail de discussion et qu'on ne présente pas des choses abouties dans lesquelles il n'y a pas de place à la collaboration. Voilà. Et puis donc reconnaître que le fait de travailler avec les autres, ça ne détruit pas le patrimoine intellectuel de l'entreprise. Au contraire, ça crée de la valeur parce qu'on s'inscrit dans une dynamique d'innovation additive. Voilà. Et donc j'en ai parlé, sortir de l'ornière des contraintes de court terme pour pouvoir se projeter sur le moyen terme. Je m'arrête là pour la partie de RTE. Merci. Alors, je vais vous faire un témoignage SNCF plutôt sur du coup le cheminement qui nous mène progressivement, nous, vers la verticale industrielle, mais on n'en est pas du tout au même niveau. Donc en fait, côté SNCF, le poste que j'occupe actuellement, il a été créé en 2013. Et nous, les motivations au démarrage, elles sont vraiment purement économiques. C'est-à-dire, on essaie de contenir la dépense logicielle avec des gros sujets, Oracle, Postgre, voilà, ce genre de choses. Mais le sujet est quand même... enfin, assez vite, je me rends compte que c'est très complexe et que tout seul, c'est juste ingérable. Donc, je regarde un peu ce qui existe dans l'écosystème, qu'est-ce qui existe comme groupe de travail. On trouve le CRIP pour partager en inter-entreprise. Et c'est assez satisfaisant, mais ça avait un défaut, c'est que ça n'allait pas assez loin. Donc 2016-2017, il y a la création de 2 groupes qui sont maintenant, je trouve, très importants pour moi, en tout cas, pour la SNCF. C'est le groupe de travail inter-entreprise sur Postgre, où justement on est rentré dans le dur de la technique de comment on fait pour passer d'Oracle à Postgre, et qu'après, comment on exploite efficacement Postgre, et comment on bénéficie des nouvelles fonctionnalités. Donc il y a eu un témoignage tout à l'heure au Paris Open Source Experience. Et puis TOSIT, donc l'association The Open Source I Trust, avec des membres qui sont des grands groupes français, où on a cette collaboration régulière, où on partage nos problématiques open source, nos recherches alternatives. Et c'est par ce biais-là qu'en 2019, j'ai rencontré Luciane. Et avant d'arriver avec la rencontre de Luciane, j'avais déjà fait un premier essai en fait en 2017 d'aller rencontrer la Deutsche Bahn. Parce que j'avais vu, et là merci les réseaux sociaux, qu'il y avait quelqu'un qui faisait le même métier que moi à la Deutsche Bahn, et j'avais pris contact. Je dis mais voilà, je fais ça à la SNCF, ce serait bien qu'on se voit. Et donc j'étais allé là-bas à Francfort. Et j'avais présenté les activités intéressantes aussi, les activités open data en France, open source en France, tout ce que j'avais pu glaner auparavant. Et puis quelques projets qui auraient pu être des sujets de collaboration avec la Deutsche Bahn. Mais en fait, c'était assez compliqué parce que j'avais pas de bonne visibilité de ce qu'on faisait d'un point de vue ferroviaire. C'est un peu le problème, c'est qu'on est à l'IT. Donc on a une vision IT sur les briques, les bases de données, voilà, les infrastructures, et puis finalement, on ferait de l'IT dans une boîte complètement différente, on ferait le même métier. Donc il n'y avait pas d'opportunité ferroviaire, et c'était la même chose de leur côté, ils étaient plutôt sur l'IT. Et puis 2019, rencontre avec RTE, qui m'explique ce qu'ils font sur LFS Énergie. Je me dis, bah, quand même, c'est vrai que là, quand même, il y a vraiment une similitude de problématiques, parce que c'est un réseau en Europe. D'ailleurs, c'est un réseau d'électricité qui doit être interopérable avec les autres réseaux, avec un régulateur européen au-dessus qui fixe des règles. Et je dis, mais attends, mais c'est le réseau ferré français, en fait, c'est pareil, quoi. Donc, ça montre que c'est possible, et donc je relance la machine. Et c'est là que, voilà, c'est ce que je mets, où on découvre le métier de son entreprise. C'est-à-dire qu'on se dit, alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et là, en fait, c'est quand même compliqué. Et là, on voit donc, voilà, il y a plein de... D'abord en interne, essayer de trouver en interne les gens qui font l'ingénierie, qui sont susceptibles de faire du logiciel en interne,
Et donc, il faut avoir un réseau un peu. Et c'est pour ça qu'il y a un temps, on voit, ça a commencé en 2013, et 2020, c'est le début de la maturité pour avoir suffisamment de réseau pour toucher un peu tous les endroits de l'entreprise, quoi. Et en externe, explorer quels sont les groupes de normalisation. Parce que c'est ça aussi, la normalisation, c'est vachement important, parce que par la normalisation, à un moment, va aboutir un logiciel. Et souvent, c'est des éditeurs qui font ça. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de la normalisation et après, ils produisent le logiciel. Et l'idée, c'est comment on peut faire quelque chose d'alternatif. J'ai l'habitude de dire, on fait du make, on fait du buy. Est-ce qu'on peut faire du make together sur ces sujets-là ? Et donc, voilà, voilà, Twitter encore pour trouver des contacts, l'UIC, qui est l'organisme international des chemins de fer, et puis des partenaires suisses et allemands, voilà, nos proches voisins qui sont des poids lourds quand même dans le paysage européen. Et donc voilà, 2021, on a des avancées concrètes. On a depuis un rendez-vous périodique avec voilà, les Suisses et les Allemands, et on construit une vision partagée de ce qu'on attend. Alors c'est encore actuellement des gens qui sont issus de l'IT, mais justement, chacun, on fait le travail de remonter et d'aller chercher les métiers ferroviaires, et en même temps, on va à l'horizontale chercher les gens qui font les métiers, et on essaye de remonter aussi vers le haut pour faire partager cette vision. Et là, merci pareil à ceux qui montrent le chemin, comme RTE, pour en parler et pour bien en parler. Donc, par exemple, Luciane est venue intervenir à la SNCF dans un CODIR pour expliquer ce qu'il faisait, et c'est très utile. Et donc, on identifie aussi, au hasard du chemin, des projets qui sont déjà open source. Et on se rend compte qu'on fait de l'open source déjà. Donc il y a un exemple avec Open Source Railway Designer chez nous, et puis DB Ban of Life, alors deux applications complètement différentes. OSRD qui fait de la simulation de réseau ferroviaire, dans une problématique intéressante, c'est qu'on achète des logiciels pour faire ça, on en a même plusieurs, on met les mêmes conditions d'entrée et on n'a pas les mêmes conditions de sortie. Et à un moment on fait mais bon sang, mais pourquoi? Et en fait on est incapable de savoir. Et donc, c'est là aussi l'intérêt de l'open source, et on touche du doigt l'aspect souveraineté, explicabilité, qui sont autre chose que les intérêts économiques qu'on avait identifiés au début. Et côté DB Ban of Life, c'est leur appli un peu hangar, l'équivalent chez nous, et là on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à faire en commun? Voilà, et donc la question, le futur, maintenant, jusqu'ici tout va bien, on est lancé pour essayer de constituer une fondation open source. Alors, avec qui, comment? On est en train de réfléchir avec l'UIC, qui est donc l'organisme international, donc ça c'est bien, et la Deutsche Bahn, les Suisses, mais on est encore chacun en train de progresser, c'est pas du tout un acquis en fait. On se rend bien compte que c'est des individus qui portent une vision et qui essayent de convaincre en interne, et qui cèdent de l'externe pour porter cette vision en commun. Il y a quelque chose qui nous aide, c'est un exemple très récent, où on est un peu tombé dessus par hasard, mais ça a moins d'un mois, c'est qu'il y a eu la création d'une fondation sur le même modèle que ce qu'on souhaiterait faire. Nous, on veut faire une fondation open source pour le ferroviaire, et vient de se créer une fondation open source sur la logistique. Et parmi les membres, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une filiale de la Deutsche Bahn qui est DB Schenker, qui est l'équivalent de Geodis chez nous, c'est-à-dire le transport routier, et Geodis est une filiale de SNCF. Donc, ils sont en train de chercher un job pour un open source évangéliste à DB Schenker. Donc ça montre bien qu'on est dans le tempo, quoi. On est dans le bon rythme et qu'on est sur la bonne voie. Bon, espérons que ça apporte ses fruits. Voilà, et on est ouvert. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Vous êtes très très bien niveau timing. Super. N'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, merci Luciane, merci Simon. Y a-t-il des questions par rapport à ces retours d'expérience? J'ai une question pour RTE. Vous avez parlé surtout du projet interne. Est-ce que la démarche, elle est en train de se matérialiser aussi au niveau des achats? Est-ce que vous avez déjà réussi ce passage ou est-ce que vous êtes encore en train d'évangéliser en gros la direction en interne? On a effectivement, en fait, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec un de nos fournisseurs qui m'a dit, au fond, nous, ce qu'on va regarder, c'est vos appels d'offres. Et si on ne voit pas d'open source dans vos appels d'offres, on n'aura aucune incitation à vous suivre dans cette... Voilà. Et donc ça a fait réfléchir. Et donc j'ai travaillé avec les achats pour... alors, d'une part, on a fait une première étude juridique en collaboration avec un cabinet qui s'appelle InnoCube pour montrer qu'en tant qu'entreprise publique, on est soumis au Code des marchés publics
Et que dans ce contexte-là, on peut être prescriptif par rapport dans nos marchés, par rapport à l'usage de solutions ou de composants open source spécifiques. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on ne peut pas être prescriptif sur des solutions propriétaires, ça biaise la concurrence. Par contre, sous réserve qu'il y ait un certain nombre de garde-fous qui permettent le libre accès, la libre concurrence, on peut dire, voilà, je veux construire, intégrer, améliorer une solution qui réponde à tel besoin et qui soit basée sur tel composant open source. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de bâtir sur des composants que l'on maîtrise. Et donc, on a, après cette étude juridique, on l'a inséré dans un closier pour nos marchés. Et très récemment, on l'a expérimenté dans le cadre d'un appel d'offres qui aboutit cet été. Et dans lequel on a demandé une prestation logicielle. Alors, c'est basé sur des technologies blockchain, mais dans lesquelles on a dit on veut que la solution utilise les composants Hyperledger Fabric qui sont open source, gouvernés par une fondation qui assure la non-discrimination, etc. Et donc, on a ce closier aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer. Je ne dis pas qu'on va faire de l'open source partout, mais en tout cas, on va pouvoir se dire sur tel projet, ça fait sens, donc j'applique ces clauses-là et je suis prescriptif. Dans le micro, comme ça passera dans la vidéo. Oui, ça marche, oui, merci. Oui, j'ai une question pour les deux entreprises, en fait. Dans le cadre de l'ouverture des marchés à la concurrence, comment vous voyez ou comment vous gérez l'accès de ces outils open source à vos futurs concurrents? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour le coup, je vais faire l'exemple de la SNCF. D'ailleurs, c'est notre président qui a dit ça il n'y a pas très longtemps, donc je fais que répéter. Il a dit, bon, c'est sûr, il y a l'entrée en concurrence, c'est effectif, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient opérer le TER et qui ne soit pas SNCF, par exemple. Mais finalement, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est plutôt de prendre des parts de marché de la mobilité actuelle. Actuellement, la route, c'est 85% de la mobilité. Et l'effort, il est plutôt de diminuer le coût et l'accessibilité en fait, du train et des transports en commun finalement. Et finalement, cette opportunité open source, c'est une manière d'être plus efficace pour offrir une offre qui soit plus accessible et plus efficace au quotidien. Donc c'est plutôt une opportunité de faire de la plomberie commune qui nous coûtera moins cher et qui sera plus efficace plutôt qu'un frein en fait. Alors, c'est très rapide pour ce qui concerne RTE, on est en monopole sur nos activités, donc on a une situation un peu plus confortable. Une dernière question? Non. Alors après, on a un temps de battement au bout de 2 présentations. Voilà, si vous avez des nouvelles questions, des choses qui émergent, vous pourrez les poser à la fin de la présentation de Bruno. Donc merci beaucoup Luciane et Simon.